Je m'appelle Yann Leborg, je suis docteur en géographie et conseiller pour la sauvegarde du patrimoine ethnologique. Dans le passé, j'ai été chargé de mission aux côtés du conseiller à l'ethnologie de la DRAC de Normandie, puis responsable des inventaires et de la valorisation du patrimoine culturel immatériel pour l'Ethnopôle de Normandie. Installé en Vendée depuis 2019, j'ai initié fin 2020 avec l'association Chronos un projet de recherche et de sauvegarde de la mémoire de la tempête Xynthia qui a été soutenu en 2021-2022 par la Fondation de France au titre des projets émergents. Ce projet met en parallèle la mémoire collective avec la problématique de la résilience des sociétés littorales dans un contexte de risque de submersion. Alors pour comprendre ce projet, Mémoire de Xynthia, il faut remonter le temps jusqu'en février 2010 à la lecture d'un rapport parlementaire qui, à la suite de cette tempête qui a frappé la région en février 2010, a dénoncé, je cite, le fait que l'oubli suit trop souvent les catastrophes. Alors évidemment, le passage de cette tempête, avec les conséquences que l'on connaît, humaines, matérielles, a été le déclencheur de mesures extrêmement fortes pour la prévention des submersions marines. D'importants investissements ont été réalisés pour la réfection des ouvrages de défense côtière, pour la mise en place de plans de prévention des risques, mais on doit aujourd'hui constater que très peu de choses ont été menées pour sauvegarder la mémoire de Xynthia en tant qu'expérience vécue, mais d'ailleurs pas seulement la mémoire de Xynthia, également aussi celle des submersions précédentes. Si bien que la mémoire de Xynthia, proprement dite, apparaît à son tour menacée de disparition. Alors, cette perte serait vraiment délétère, car un peu comme ce qui s'était déjà produit au cours du XXe siècle, cette perte de mémoire concourra, si on ne fait rien, à l'annihilation du vécu sur lequel s'adosse toute véritable culture du risque. Alors c'est en réponse à cet enjeu que l'association Chronos a proposé un projet qui vise à mener un inventaire et un recueil des témoignages de la population qui a été affectée par la tempête, mais aussi des images et des films qui se réfèrent à cet épisode et qui ont été produits et conservés par les particuliers. En associant à cette collecte une analyse et une valorisation des récits pour sauvegarder la mémoire de la tempête Xynthia à travers des dispositifs de médiation culturelle et patrimoniaux, eh bien, ce projet devrait être un tuteur de résilience que nous espérons également adaptable à d'autres catastrophes météorologiques. Alors, dans cette optique, l'association Chronos travaille avec un certain nombre de partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle un consortium. Et dans ce consortium, eh bien, on doit compter sur les laboratoires universitaires, comme par exemple ESO, TEMOS pour l'université d'Angers, mais également MIMOC pour l'université de Poitiers. Nous travaillons également avec des chercheurs en institutions patrimoniales, comme l'Inventaire général des Pays de la Loire, le musée maritime, le futur musée maritime des Sables d'Olonne, c'est également l'Ethnopôle de La Rochelle. Nous travaillons également avec des associations environnementales, France Nature Environnement, Vendée, mais également Charente-Maritime, le Comité pour la protection de la nature et des sites, pour ce qui concerne Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Nous travaillons également avec les collectivités territoriales, les régions Nouvelle-Aquitaine, la région Pays de la Loire, le département de la Vendée qui nous soutient, mais également avec le parc naturel régional du Marais Poitevin, dont le territoire se situe à l'épicentre du traumatisme Xynthia, et enfin, bien entendu, et ça donne tout son sens aussi à notre démarche, avec les victimes de Xynthia à travers l'association AVIF. Les plans de prévention des submersions marines, mais aussi les ouvrages de défense en dur qui ont été rénovés ou édifiés depuis 2010, prennent tous explicitement Xynthia en aléa de référence. Xynthia plus
20 cm, anticipant l'élévation à venir du niveau de la mer engendrée par le réchauffement climatique. Pourtant, malgré cette omniprésence technocratique de la tempête, un traitement très marginal a été jusqu'ici accordé à sa mémoire qui, pour reprendre l'expression de l'historien Thierry Sauzot, fut longtemps jugé hors sujet dans la gestion de la catastrophe. Les chercheurs qui ont travaillé sur les réponses à donner au désastre ont très tôt soulevé l'importance de travailler sa mémoire. Cependant, cette nécessité a d'abord été peu prise en compte par les pouvoirs publics. L'implantation de repères de submersion a certes rapidement été imposée par l'État, mais la plupart se sont avérés invisibles dans le paysage, et ils ont parfois été refusés par des propriétaires, craignant qu'ils n'abaissent la valeur immobilière de leurs biens. Certains ont été arrachés. En 2014, le mémorial aux victimes de la faute sur mer a été érigé avec la ténacité des sinistrés, avec l'aide d'un collectif d'artistes, en faisant face à l'opposition de quelques acteurs politiques locaux. En 2021, à Port-des-Barques, l'aménagement d'un petit jardin public à l'emplacement de l'une des zones qui avait été submergée, représentant les arêtes des maisons déconstruites dans cet espace classé en zone noire, ne s'est pas concrétisé sans d'âpres débats. Nous voulions un lieu discret, pas quelque chose de morbide mais d'utile, a justifié la paysagiste chargée du projet dans un média régional. Ce jardin a été intégré par la collectivité dans son système de défense face à la mer. Pareille discrétion mémorielle témoigne de la profonde blessure associée à cette tempête. À l'exception de performances artistiques ponctuelles, comme les Arbres Bleus qui se répètent à La Rochelle tous les 3 ans depuis 2014, ou d'expositions, comme Xynthia plus 10 en 2020, tout semble s'être passé comme si la communauté littorale avait été piégée entre, d'un côté, le refus d'éveiller une mémoire qui aurait fait revivre le traumatisme, sans pouvoir le dépasser, et de l'autre, son refoulement, rendant le traumatisme tout aussi insurmontable. En fin de compte, la mémoire vivante de Xynthia est restée confinée dans une myriade d'expériences personnelles, non dites ou réservées au cercle privé, où le traumatisme n'a pas encore pu trouver d'exutoire ni de voie de résilience. Le caractère co-construit et participatif de l'entreprise mémorielle concernant Xynthia est une condition sine qua non de la faisabilité de ce projet. D'une part, parce que la mémoire, conçue en tant qu'action, travail de mémoire, permet de faire quelque chose d'un vécu, qui, bien que passé, est encore là, surtout quand il porte un traumatisme dont on peine à se libérer. D'autre part, on ne se remémore jamais seul. La mémoire est toujours socialement construite. Dès lors que l'on parle de mémoire collective, cela implique l'existence d'un groupe apte à se reconnaître dans un commun mémoriel. Ce principe de reconnaissance passe par la prise en compte de la plus grande diversité possible des mémoires d'individus qui ont vécu l'événement Xynthia et ses suites. Non pas pour additionner ces expériences les unes aux autres, mais pour mettre en lumière et analyser leurs convergences, leurs divergences, leurs différences, mais également leurs ruptures et distorsions vis-à-vis du réel. Non pas parce qu'il s'agirait de juger une bonne ou une mauvaise mémoire, mais parce que tout récit mémoriel est façonné par de l'imaginaire et du symbolique. Une mémoire collective est donc la représentation globale d'un passé commun. C'est un méta-récit dans lequel le récit de chacun est resitué et prend place et position dans un ensemble. L'adhésion à ce méta-récit est une condition sine qua non pour éviter un conflit des mémoires. Un tel travail, par sa capacité à réinscrire chacun dans un ensemble qu'il dépasse, et parce qu'il construit une communauté dans un partage des mémoires, se veut éminemment cathartique et apaisant. Dans cette perspective, la co-construction du projet, l'enquête, l'analyse des résultats comme la valorisation doivent toujours se faire en partenariat et en coopération étroite avec tous les concernés. Il n'est pas trop fort d'affirmer que c'est avant tout l'attachement au territoire qui motive le travail de mémoire concernant Xynthia. Cet attachement au territoire, du reste, n'est absolument pas dissociable de celui qui nous relie à nos proches, à notre famille, à nos amis, et plus globalement aux structures sociales à partir desquelles notre identité se construit. Une victime restée vivre à la faute sur mer, malgré son traumatisme, nous l'a d'ailleurs dit. Je cite, « Partir serait revenu à abandonner mes proches décédés durant l'événement. » Pour d'autres, il aurait été insupportable de rester sur ces lieux associés à trop de souffrance. Rester ou quitter, la décision est lourde de sens.
La question se pose avec autant d'acuité s'agissant du rapport à la mémoire. Entre une mémoire qui sans cesse répéterait la scène du traumatisme sans qu'on puisse s'en défaire, et de l'autre, un oubli en guise de refoulement qui rendrait l'événement tout aussi insurmontable, la patrimonialisation de la mémoire d'Oxyntia doit permettre un abandon symbolique du territoire traumatique sans pour autant qu'on oublie l'expérience vécue et sans qu'on doive nécessairement quitter réellement le territoire concerné par ces souvenirs. La mémoire d'Oxyntia n'entre pas dans le champ d'un repli stratégique qui consisterait à quitter un territoire réellement pour reculer face au risque de submersion. Fondamentalement, elle relève d'un registre d'intégration du risque pour réaménager, transformer notre représentation et façon de vivre le littoral.